Bonjour à tous, je m'appelle Eric Bettens et je suis compositeur. Alors, avant toute chose, j'aimerais féliciter Monsieur Philippe de Riemaker d'avoir organisé un tel événement. Je pense que lui-même est surpris par l'ampleur que tout cela a pris au cours des dernières semaines. Et je tiens aussi évidemment à le remercier de m'avoir invité pour parler, je veux dire, de mon activité au sein de ce salon. Je vais donc vous parler de ma vie de compositeur, comment j'y suis venu, et finalement, on pourrait se demander qu'est-ce qu'un compositeur vient faire au milieu de tous ces auteurs qui sont plus talentueux les uns que les autres. Et, mais finalement, nos mondes ne sont pas si éloignés parce que on couche des émotions sur un support. Pour vous, c'est du papier. Pour moi, c'est soit du papier à musique ou des supports informatiques. Mais nous couchons des émotions dans le but de les partager avec le plus grand nombre. Alors évidemment, ça nous fait un point commun, mais il y en a un autre, c'est que nous sommes reliés par cette passion qui brûle en nous depuis parfois bien longtemps. Et cette passion, au début en tout cas, on a parfois du mal un peu à la comprendre, à l'apprivoiser. Pour certains, ça paraît évident. Pour d'autres, le chemin peut être semé d'embûches ou en tout cas venir étape par étape. Et en ce qui me concerne, c'est un petit peu ça. Les choses sont venues un peu étape par étape. Alors évidemment, quand j'étais jeune, j'ai étudié la musique, donc j'ai étudié la trompette, la musique de chambre, enfin l'histoire de la musique, le solfège, enfin des choses que beaucoup d'enfants finalement font au sein d'une académie de musique. Mais jamais à cette époque-là, je pensais être un jour compositeur. La première étape vraiment qui m'a surpris, je veux dire, c'est j'étais à l'école, je devais avoir peut-être 14 ans, 14 ou 15 ans. Et en rejoignant l'arrêt de bus, j'accompagne un ami qui veut acheter un magazine dans une librairie. J'entre avec lui dans cette librairie, et là, pendant qu'il paye son magazine, mon regard est attiré par un autre magazine qui se situait dans le rayon et qui disait «Faites de la musique avec votre ordinateur». Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut sembler totalement banal, mais à l'époque, donc on est fin des années 80, 87, 88 par là, je me dis mais enfin, faire de la musique avec un ordinateur, c'est quoi ce truc? Donc j'achète ce magazine et là, je découvre un monde que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que chez soi, on pouvait avoir un petit studio d'enregistrement qui nous permette de faire nos propres productions. Et là, ça a été une première révélation pour moi, parce que, évidemment, j'adorais la musique. Je faisais déjà quelques arrangements pour des petits groupes, des petits orchestres qu'on avait à l'époque, mais de là à franchir le pas et à faire de vraies compositions, je n'y avais jamais pensé. Et là, ce magazine me disait que, en tout cas techniquement, les choses étaient possibles. Alors, une autre chose qui est arrivée plus ou moins à la même période, c'est que un autre ami me prête une cassette audio évidemment à l'époque, et là je découvre le concert de Jean-Michel Jarre à Houston. Alors j'avais déjà vu Jean-Michel Jarre, en tout cas des clips d'Oxygène ou d'Equinox ou ce genre de choses, mais bon, c'était un peu tombé dans l'oubli. Et entendre cette cassette audio, et puis voir la vidéo, parce que j'ai essayé de voir la vidéo par la suite, je me suis dit, mais c'est quand même fantastique, ce monde des synthétiseurs qui nous ouvre la porte vraiment sur quelque chose de quasiment infini en termes de possibilités et de sonorité. Alors, je m'intéresse de plus en plus, et finalement, quand je regarde un peu ma carrière de compositeur, en tout cas ce que j'en ai fait jusqu'ici, je peux chaque fois dire qu'il y a eu plusieurs points d'audace. Donc, c'est-à-dire que je fonce, et puis après, je me dis, oui, mais bon, on aurait peut-être dû réfléchir avant. Et finalement, c'est pas un mauvais point, parce que ça m'a poussé dans des situations qui m'ont obligé à réagir. Et cette première situation, c'était la mise en place d'un premier concert. Il faut savoir que à l'époque, je rôdais toujours un peu dans les parages d'une troupe de théâtre que je suivais d'assez près. Et j'avais déjà fait quelques régies, quelques balançons, des enregistrements pour... voilà.
Et un jour, le metteur en scène me parle de son projet de faire un spectacle d'improvisation. Et là, lors du spectacle d'improvisation, il avait besoin d'un musicien pour chauffer la salle, pour faire des intermèdes musicaux, bref, pour apporter vraiment une plus-value sonore à son spectacle d'impro théâtral. Et là, sans hésiter, je lui dis, écoute, je peux le faire, sans problème, je peux le faire. Sauf que je n'avais jamais fait ça, je n'avais aucun matériel qui me permettait, j'avais rien au niveau sono, j'avais pas de synthé, j'avais rien, rien, rien. Et là, on était vraiment style fin mai, et je me dis, bon, bah, le spectacle est en octobre, il faut absolument que je m'équipe. Et j'en parle à mes parents qui pour eux, synthétiseur, je dis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu as déjà une trompette, c'est déjà très bien. Enfin, vous voyez un peu le tableau. Mais je voulais vraiment aller dans ce monde, je voulais aller dans cette direction. Et j'avais économisé pour m'acheter une calculatrice scientifique. Pour ceux qui connaissent, c'était la HP 49. C'était une calculatrice d'Hewlett-Packard qui s'ouvrait en deux, sur laquelle l'écran de droite, il y avait presque la moitié de la partie de droite était réservée à un grand écran. On pouvait voir des graphiques et ce genre de choses. Donc j'avais économisé pour m'acheter cette calculatrice et je demande à mon père de me conduire au magasin, donc pour l'acheter. Il s'agissait des magasins Tandy. Alors, pour ceux qui ont connu, les magasins Tandy, c'était... On trouvait de tout. On trouvait de la télévision au poste radio, on trouvait des luminaires, et on trouvait aussi quelques claviers, quelques synthétiseurs. Donc mon idée, elle était claire. Donc avec l'argent que j'avais pu mettre de côté pour m'acheter cette calculatrice, qui aurait pu me servir de toute façon pour l'école, c'était une nécessité, je suis sorti du magasin avec une grande boîte énorme qui ne contenait évidemment pas une calculatrice, mais bien mon premier synthé. Je rentre tant bien que mal dans la voiture en essayant de dissimuler, je veux dire, cette grande boîte à l'arrière. Il faisait assez sombre, c'était la soirée, donc il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais une fois rentré à la maison, ben, évidemment, je débarque avec cette énorme boîte. Et là, mes parents, très surpris, me disent, mais enfin, qu'est-ce que tu as acheté? C'est complètement inutile. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et je déballe, et il y avait, parmi tous les boutons, il y avait un bouton démo. J'appuie sur ce bouton démo et le synthé joue tout seul. Alors évidemment, pas besoin de vous dire que mes parents n'étaient pas du tout convaincus par ce que je venais de faire, mais moi, ça me confortait dans l'idée que je voulais aller dans ce monde-là. Alors à partir de ce moment-là, les choses... Évidemment, j'ai fait ce spectacle d'improvisation théâtrale, je n'ai eu que des bons retours, donc ça aussi, ça me confortait dans l'idée, ouais, là, tu as vraiment joué un coup de poker, tu l'as fait, tu as été audacieux, mais ça paye parce que les gens ont aimé ce que tu as fait. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment en faire des petites compositions, bon, relativement simples, ou des reprises, je veux dire, des standards du synthétiseur de l'époque. Et aussi, ben, j'ai essayé de m'équiper en achetant un deuxième, puis un troisième. Je travaillais pendant les vacances, et donc petit à petit, voilà, je me suis fait un petit setup qui me permettait vraiment d'expérimenter tout ce nouveau monde, ce monde de la musique électronique, en tout cas de la musique faite avec des instruments électroniques. Et puis un jour, je décide de rassembler un peu mes idées, et je me dis, bah, tiens, ce serait bien que je puisse partager tout ça avec des professionnels, avec des gens qui puissent me guider. Donc j'ai envoyé une démo à Jean-Michel Jarre qui ne m'a jamais répondu, mais en même temps, j'étais pas sûr d'avoir la bonne adresse finalement. Idem avec Vangelis, pas de réponse. Par contre, nous avons chez nous un compositeur belge qui est Luc Béouir. J'avais assisté à plusieurs de ses concerts, je me suis dit, lui, il correspond bien aussi à ce que je veux faire. Donc je lui envoie cette démo, et là, lui, il me répond. Et au bout de quelques échanges d'emails, on finit par se rencontrer. Et là, je sens vraiment une sincérité dans ce qu'il me dit. Je sens vraiment une sincérité dans le fait qu'il croyait vraiment que ce que je faisais était de qualité. Ça allait bien au-delà du « Allez gamin, ce que tu fais, c'est pas mal ». J'ai senti vraiment une vraie sincérité, et à tel point qu'il me propose de participer à un concours de composition. Il faut savoir que dans le sud de la France, à Antibes, il y avait un festival dédié à l'image sous-marine, dédié à l'océan. C'était le plus gros festival du genre au monde. Et tous les spécialistes du genre, que ce soit pour du matériel, mais surtout pour de l'image, pour de la vidéo, pour des films, parce qu'il y avait aussi un concours de films,
se rencontraient lors de ce festival annuel qui avait toujours lieu fin octobre, début novembre. Et au sein de ce festival, il y avait un concours de composition. Donc c'était déjà une belle reconnaissance, une belle place faite à la musique. Sous les conseils de Luc, je m'inscris à ce concours et quelques semaines plus tard, je reçois un mail qui me dit que j'ai remporté. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Bettens et je suis compositeur. Alors, avant toute chose, j'aimerais féliciter monsieur Philippe de Riemaeker d'avoir organisé un tel événement. Je pense que lui-même est surpris par l'ampleur que tout cela a pris au cours des dernières semaines. Et je tiens aussi évidemment à le remercier de m'avoir invité pour parler, je veux dire, de mon activité au sein de ce salon. Je vais donc vous parler de ma vie de compositeur, comment j'y suis venu. Et finalement, on pourrait se demander qu'est-ce qu'un compositeur vient faire au milieu de tous ces auteurs qui sont plus talentueux les uns que les autres. Mais finalement, nos mondes ne sont pas si éloignés parce que on couche des émotions sur un support. Pour vous, c'est du papier. Pour moi, c'est soit du papier à musique ou des supports informatiques. Mais nous couchons des émotions dans le but de les partager avec le plus grand nombre. Alors évidemment, ça nous fait un point commun, mais il y en a un autre, c'est que nous sommes reliés par cette passion qui brûle en nous depuis parfois bien longtemps. Et cette passion, au début en tout cas, on a parfois du mal un peu à la comprendre, à l'apprivoiser. Pour certains, ça paraît évident. Pour d'autres, le chemin peut être semé d'embûches ou en tout cas venir étape par étape. Et en ce qui me concerne, c'est un petit peu ça. Les choses sont venues un peu étape par étape. Alors évidemment, quand j'étais jeune, j'ai étudié la musique, donc j'ai étudié la trompette, la musique de chambre, enfin l'histoire de la musique, le solfège, enfin des choses que beaucoup d'enfants finalement font au sein d'une académie de musique. Mais jamais à cette époque-là, je pensais être un jour compositeur. La première étape vraiment qui m'a surpris, je veux dire, c'est j'étais à l'école, je devais avoir peut-être 14 ans, 14 ou 15 ans. Et en rejoignant l'arrêt de bus, j'accompagne un ami qui veut acheter un magazine dans une librairie. J'entre avec lui dans cette librairie et là, pendant qu'il paye son magazine, mon regard est attiré par un autre magazine qui se situait dans le rayon et qui disait « Faites de la musique avec votre ordinateur ». Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut sembler totalement banal, mais à l'époque, donc on est fin des années 80, 87, 88, par là, je me dis, mais enfin, faire de la musique avec un ordinateur, c'est quoi ce truc? Donc j'achète ce magazine et là, je découvre un monde que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que chez soi, on pouvait avoir un petit studio d'enregistrement qui nous permette de faire nos propres productions. Et là, ça a été une première révélation pour moi, parce que, évidemment, j'adorais la musique. Je faisais déjà quelques arrangements pour des petits groupes, des petits orchestres qu'on avait à l'époque, mais de là à franchir le pas et à faire de vraies compositions, je n'y avais jamais pensé. Et là, ce magazine me disait que, en tout cas techniquement, les choses étaient possibles. Alors, une autre chose qui est arrivée plus ou moins à la même période, c'est qu'un autre ami me prête une cassette audio, évidemment, à l'époque. Et là, je découvre le concert de Jean-Michel Jarre à Houston. Alors, j'avais déjà vu Jean-Michel Jarre, en tout cas des clips d'Oxygène ou d'Equinox ou ce genre de choses. Mais bon, c'était un peu tombé dans l'oubli. Et entendre cette cassette audio, et puis voir la vidéo, parce que j'ai essayé de voir la vidéo par la suite, je me suis dit, mais c'est quand même fantastique, ce monde des synthétiseurs qui nous ouvre la porte vraiment sur quelque chose de quasiment infini en termes de possibilités et de sonorité. Alors, je m'intéresse de plus en plus, et finalement, quand je regarde un peu ma carrière de compositeur, en tout cas ce que j'en ai fait jusqu'ici, je peux chaque fois dire qu'il y a eu plusieurs points d'audace. Donc, c'est-à-dire que je fonce, et puis après, je me dis, oui, mais bon, on aurait peut-être dû réfléchir avant. Et finalement, c'est pas un mauvais point, parce que ça m'a poussé dans des situations qui m'ont obligé à réagir. Et cette première situation, c'était la mise en place d'un premier concert.
Il faut savoir que à l'époque, je rôdais toujours un peu dans les parages d'une troupe de théâtre que je suivais d'assez près. Et j'avais déjà fait quelques régies, quelques balançons, des enregistrements pour... voilà. Et un jour, le metteur en scène me parle de son projet de faire un spectacle d'improvisation. Et là, lors du spectacle d'improvisation, il avait besoin d'un musicien pour chauffer la salle, pour faire des intermèdes musicaux, bref, pour apporter vraiment une plus-value sonore à son spectacle d'impro théâtral. Et là, sans hésiter, je lui dis, écoute, je peux le faire, sans problème, je peux le faire. Sauf que je n'avais jamais fait ça, je n'avais aucun matériel qui me permettait, j'avais rien au niveau sono, j'avais pas de synthé, j'avais rien, rien, rien. Et là, on était vraiment style fin mai, et je me dis, bon, bah, le spectacle est en octobre, il faut absolument que je m'équipe. Et j'en parle à mes parents qui pour eux, synthétiseur, je dis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu as déjà une trompette, c'est déjà très bien. Enfin, vous voyez un peu le tableau. Mais je voulais vraiment aller dans ce monde, je voulais aller dans cette direction. Et j'avais économisé pour m'acheter une calculatrice scientifique. Pour ceux qui connaissent, c'était la HP49. C'était une calculatrice d'Hewlett-Packard qui s'ouvrait en deux, sur laquelle l'écran de droite, il y avait presque la moitié de la partie de droite était réservée à un grand écran. On pouvait voir des graphiques et ce genre de choses. Donc j'avais économisé pour m'acheter cette calculatrice et je demande à mon père de me conduire au magasin, donc pour l'acheter. Il s'agissait des magasins Tandy. Alors, pour ceux qui ont connu, les magasins Tandy, c'était... On trouvait de tout. On trouvait de la télévision au poste radio, on trouvait des luminaires, et on trouvait aussi quelques claviers, quelques synthétiseurs. Donc mon idée, elle était claire. Donc avec l'argent que j'avais pu mettre de côté pour m'acheter cette calculatrice, qui aurait pu me servir de toute façon pour l'école, c'était une nécessité, je suis sorti du magasin avec une grande boîte énorme qui ne contenait évidemment pas une calculatrice, mais bien mon premier synthé. Je rentre tant bien que mal dans la voiture en essayant de dissimuler, je veux dire, cette grande boîte à l'arrière. Il faisait assez sombre, c'était la soirée, donc il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais une fois rentré à la maison, ben, évidemment, je débarque avec cette énorme boîte. Et là, mes parents, très surpris, me disent « Mais enfin, qu'est-ce que tu as acheté? C'est complètement inutile. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Et je déballe, et il y avait, parmi tous les boutons, il y avait un bouton démo. J'appuie sur ce bouton démo et le synthé joue tout seul. Alors évidemment, pas besoin de vous dire que mes parents n'étaient pas du tout convaincus par ce que je venais de faire, mais moi, ça me confortait dans l'idée que je voulais aller dans ce monde-là. Alors à partir de ce moment-là, les choses... Évidemment, j'ai fait ce spectacle d'improvisation théâtrale, je n'ai eu que des bons retours, donc ça aussi, ça me confortait dans l'idée, ouais, là, tu as vraiment joué un coup de poker, tu l'as fait, tu as été audacieux, mais ça paye parce que les gens ont aimé ce que tu as fait. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment en faire des petites compositions, bon, relativement simples, ou des reprises, je veux dire, des standards du synthétiseur de l'époque. Et aussi, ben, j'ai essayé de m'équiper en achetant un deuxième, puis un troisième. Je travaillais pendant les vacances, et donc petit à petit, voilà, je me suis fait un petit setup qui me permettait vraiment d'expérimenter tout ce nouveau monde, ce monde de la musique électronique, en tout cas de la musique faite avec des instruments électroniques. Et puis un jour, je décide de rassembler un peu mes idées, et je me dis, bah, tiens, ce serait bien que je puisse partager tout ça avec des professionnels, avec des gens qui puissent me guider. Donc j'ai envoyé une démo à Jean-Michel Jarre qui ne m'a jamais répondu, mais en même temps, j'étais pas sûr d'avoir la bonne adresse finalement. Idem avec Vangelis, pas de réponse. Par contre, nous avons chez nous un compositeur belge qui est Luc Béouir. J'avais assisté à plusieurs de ses concerts, je me suis dit, lui, il correspond bien aussi à ce que je veux faire. Donc je lui envoie cette démo, et là, lui, il me répond. Et au bout de quelques échanges d'emails, on finit par se rencontrer. Et là, je sens vraiment une sincérité dans ce qu'il me dit. Je sens vraiment une sincérité dans le fait qu'il croyait vraiment que ce que je faisais était de qualité. Ça allait bien au-delà du « Allez gamin, ce que tu fais, c'est pas mal ». J'ai senti vraiment une vraie sincérité, et à tel point qu'il me propose de participer à un concours de composition. Il faut savoir que dans le sud de la France, à Antibes,
il y avait un festival dédié à l'image sous-marine, dédié à l'océan. C'était le plus gros festival du genre au monde. Et tous les spécialistes du genre, que ce soit pour du matériel, mais surtout pour de l'image, pour de la vidéo, pour des films, parce qu'il y avait aussi un concours de films, se rencontraient lors de ce festival annuel qui avait toujours lieu fin octobre, début novembre. Et au sein de ce festival, il y avait un concours de composition. Donc c'était déjà une belle reconnaissance, une belle place faite à la musique. Sous les conseils de Luc, je m'inscris à ce concours et quelques semaines plus tard, je reçois un mail qui me dit que j'ai remporté ce concours de composition. J'avais écrit une pièce. En fait, le thème, c'était la plongée au Canada, de la Gaspésie au Saint-Laurent. Ça, c'était le thème de l'année, le thème du concours. Et le hasard, parfois le hasard fait bien les choses, a voulu que cet été-là, j'avais passé toute une partie de mon été au Québec à voyager, et notamment entre la Gaspésie, entre le lac Saint-Jean, entre le Saguenay, enfin toute cette région que j'ai trouvée très belle. Et j'ai tout composé, cette pièce qui s'appelle Nidis, et qui est en 3 parties. J'ai composé cette pièce entièrement de mémoire, c'est-à-dire que j'avais aucun instrument, je n'ai absolument rien noté, mais pendant que je conduisais, je me répétais encore et encore les thèmes, je me répétais l'accompagnement, pendant les traversées en bateau sur le Saint-Laurent, idem. Ce qui fait que quand je suis rentré chez moi, c'était plus un travail de transcription et un petit peu d'arrangement, mais le gros du travail était fait. Et donc je remporte ce premier prix, je vais évidemment à la remise des prix lors du festival, et là je découvre évidemment un tas de gens passionnés par le monde de l'océan. Et comme il y avait parmi tous ces gens pas mal de réalisateurs, j'ai commencé à avoir des relations avec eux et de pouvoir travailler avec eux. Et donc voilà comment je suis arrivé un petit peu dans le monde de la musique de film. Alors évidemment, j'ai fait beaucoup de documentaires, mais j'ai fait aussi des courts-métrages, j'ai fait aussi de la musique pour diverses pièces de théâtre, j'ai fait aussi du long-métrage, enfin j'ai fait pas mal de musique à l'image, et aujourd'hui, je me retrouve avec une production de musique à l'image de plus d'une centaine, je veux dire, de films en tout genre. Donc ça, c'est vraiment ma première casquette en tant que compositeur, ma première reconnaissance, parce que au début, c'est moi qui allais vers les réalisateurs, mais au bout de 2 à 3 ans, c'est eux qui disaient « Ah ben tiens, j'ai entendu ta musique, là ou là, je voudrais travailler avec toi. » Et donc ça, évidemment, c'est la plus belle des reconnaissances quand on entend votre musique et qu'on vous propose de travailler sur un nouveau projet. Alors, une autre rencontre, après celle de Luc Béouir, qui a été déterminante pour moi, c'est celle avec Michael O. Michael O, c'est une personne c'est un Asiatique, c'est un photographe de grande renommée. Et chaque année, je le rencontrais justement à ce festival de films. Et une fois après, donc je pense que c'était en 2004, il vient, après la cérémonie des remises de prix, il vient vers moi et me dit « Écoute, j'ai adoré la musique que tu as faite sur tel ou tel film, je ne sais plus exactement le film, mais il dit « Je voudrais que tu composes la musique d'ouverture pour mon festival. » Il faut savoir que lui, il organise chaque année en Asie du Sud-Est, donc c'est soit à Singapour ou Kuala Lumpur, en Malaisie, enfin dans ce coin-là du globe, il organise aussi un festival d'une certaine ampleur, dédié aussi au monde de la protection des océans. Il me demande de composer la musique d'ouverture de ce festival, ce que j'accepte, et je travaille, je lui envoie la musique, lui me répond évidemment tout ça par mail, il dit « Écoute, musique super, ça convient, c'est vraiment ce que je voulais, donc... » Et puis je n'entends plus parler de lui. Jusque début juin. Début juin 2005, je reçois un mail de ce Michael O qui me dit « Écoute, ta musique, elle est vraiment géniale, il faut que tu viennes la jouer ici, à Singapour. » Alors là, ça a été un grand questionnement, parce que moi, j'étais un musicien de studio, un compositeur, je compose tranquille, à l'aise dans mon studio. J'avais jamais, à l'époque, imaginé pouvoir transposer tout ça sur scène. Surtout que Singapour, c'est l'autre bout du monde, il faut quand même 13 à 14 heures en avion pour y aller, et que le festival se déroulait environ 2 semaines après le mail qu'il m'envoie. Donc c'est-à-dire que toute personne raisonnable aurait dit « Non, c'est pas possible, en tout cas pas cette année, je n'ai pas le temps de me préparer,
Je n'ai pas le matériel, j'ai pas de mise en scène de concert, je ne sais pas ce que je vais faire, mais d'un autre côté, il y avait une petite voix qui me disait: «Écoute, c'est quand même une super opportunité, d'aller là-bas. Ça peut peut-être, ouvrir des portes ou en tout cas, c'est une possibilité pour toi de montrer ta musique de l'autre côté du globe». Donc finalement, je lui réponds, je dis: «OK, j'y vais, mais j'aurais besoin», bon, évidemment, je lui fais une petite liste de matériel et j'imagine rapidement une mise en scène. Donc comme ça se faisait dans un cinéma, donc je jouais sur scène. Évidemment, à ce moment-là, j'ai joué plusieurs morceaux, pas rien qu'un seul, et des images étaient projetées sur l'écran qui est derrière moi, qui était vraiment un écran monumental. Et donc, là aussi, très bonne expérience, et ça a été le point de départ de la réflexion d'un deuxième aspect de ma vie de compositeur, c'est les concerts. Mais je ne voulais pas faire des concerts, voilà, arriver avec mes claviers, se mettre sur scène, c'est quelque chose qui n'est pas très, qui n'est pas très sexy finalement, d'avoir un gars tout seul derrière un synthé qui joue, bon, c'est pas très, très intéressant. Et donc est née en moi l'idée d'habiller ces concerts avec de la vidéo, avec de la lumière, avec des effets spéciaux, avec un tas de choses pour offrir une expérience vraiment audiovisuelle aux spectateurs. Donc l'expérience s'est répétée évidemment pas mal de fois depuis, dans des concerts en intérieur d'abord, mais après finalement dans des gros concerts en extérieur. Et ce que j'aime, c'est immerger le public avec moi dans le concert. Trop souvent, on voit la scène d'un côté qui est éclairée, plus ou moins éclairée, et de l'autre côté le public qui est dans le noir. Et je considère, moi, qu'un concert, c'est un moment à partager, c'est une espèce de fête où tout le monde est là, et donc le public est presque autant éclairé que moi sur scène. Et donc en offrant du visuel comme ça, je leur donne un spectacle complet. Ils ont de la vidéo, ils ont des jongleurs de feu, ils ont... Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que je continue à développer encore. Et je vous propose d'ailleurs de voir un petit clip qui reprend quelques images de ces concerts. Donc voilà, nous nous retrouvons après ce petit clip. J'espère que vous avez pu vous rendre compte, en tout cas comprendre de quoi je parlais quand je disais que je voulais immerger, je veux dire, le public avec moi et leur faire vraiment partager une expérience. C'est vraiment ça. C'est le temps du soirée. On partage une expérience et finalement que ces concerts soient en intérieur ou en extérieur. Je veux dire, mon fil rouge est toujours le même. C'est ce partage de lumière, de vidéo, de son. Voilà, même des sons. Les sons que j'utilise dans mes compositions ne sont pas uniquement issus d'instruments de musique. En fait, j'adore mélanger des sons de la nature ou des sons domestiques ou industriels. Je peux passer un certain moment dans une école, avoir une porte qui grince et l'enregistrer parce que le son m'intéresse et je sais que peut-être que ce son ne va pas me servir tout de suite, mais je sais que je vais l'intégrer un jour ou l'autre dans une composition. Donc je vous disais tout à l'heure que Michael O avait été une rencontre importante pour moi, mais elle l'a été d'autant plus parce que, en fait, Michael est aussi organisateur d'expéditions. Et il me parle de sa prochaine expédition qu'il était en train de mettre sur pied pour aller en Antarctique. Alors l'Antarctique pour moi c'était vraiment un rêve de gosse, mais ça me semblait tellement inaccessible. Pour moi, aller en Antarctique, c'est comme aller sur Mars ou Pluton. Personne ne va là. C'est loin, c'est froid, c'est inhospitalier. Enfin, voilà. Et j'en discute avec lui. Il me parle un petit peu de ses préparatifs, de ce qu'il veut faire. Donc, il y avait 3 aspects. Un aspect scientifique,
Historique parce qu'on a retracé la route de Shackleton, et bien sûr cinématographique, tournage de clip, tournage d'un film. Donc, voilà. Et il me dit, lors de cette conversation, Eric, si j'ai un désistement, la place est pour toi. Alors évidemment, ça m'avait fait plaisir qu'il pense à moi, mais bon, voilà, je n'y ai pas trop cru sur le moment, surtout que c'était lors d'une soirée relativement bien arrosée, on rigolait bien, donc voilà. Mais quelques mois plus tard, je reçois de nouveau un mail de Michael. Et nous étions début février, et je reçois un email avec juste une phrase qui disait exactement ceci, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, c'est « Antarctica, do you want to come ?» Waouh, mon sang ne fait qu'un tour. Immédiatement, j'écris à Michael, je dis « Mais c'est quoi ce mail? Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Ben voilà, j'ai un désistement, si tu es OK, la place est pour toi. » Alors évidemment, je saute de joie, mais la réalité revient vite, parce que le départ, donc nous sommes début février, et le départ est prévu 12 jours plus tard d'Ushuaia. Donc Ushuaia, c'est l'autre bout du monde. Après Singapour d'un côté, Ushuaia, c'est vraiment la pointe de l'Amérique du Sud. De nouveau, là, le petit ange, le petit démon, le petit ange disait, mais enfin, t'es pas prêt, t'as pas ton passeport, t'as pas fait de tests médicaux, t'as pas fait de tests psychologiques, t'as pas de matériel, t'as... Mais d'un autre côté, le petit démon dit, écoute, un voyage en Antarctique, ça ne se refuse pas. Et donc j'ai tout mis en place pendant les 10 jours qui ont suivi, ont été entièrement consacrés, je veux dire, à ce voyage. Je me retrouve donc à Ushuaia, 12 heures plus tard. Au bout pour arriver là, ça m'a quand même pris entre 26 et 27 heures, parce que, évidemment, comme j'ai pris un billet last minute, il n'y avait plus aucun vol qui allait directement en Amérique du Sud. Donc j'ai dû faire Bruxelles-Paris, Paris par le métro changer d'aéroport, puis faire Paris-Madrid, Madrid-Santiago de Chili, donc au Chili, et j'ai encore dû prendre 2 vols intérieurs avant d'arriver au port d'Ushuaia la veille de notre départ en bateau. Parce qu'après, il y avait encore environ 4 jours de bateau pour arriver sur la péninsule antarctique. Mais bon, voilà, j'ai sans doute fait le voyage le plus incroyable que j'ai fait de toute ma vie. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. On a évidemment tourné des images, donc c'était une expédition, c'était pas des vacances, donc on avait un job sur place, on était en équipe, on nous disait, tiens, aujourd'hui, vous allez aller sur telle île avec tel zodiaque, et vous allez essayer de photographier tels animaux, ou telle situation au niveau de la glace, voilà, donc nous avions vraiment des ordres de mission tous les jours, et c'était passionnant. Et ce qui était passionnant aussi, c'est l'incroyable aventure humaine que j'ai vécue. Parce que nous étions 57 explorateurs venant du monde entier, venant de tous les pays. Il y avait des Espagnols, il y avait des Russes, il y avait des Chinois, il y avait des Japonais, il y avait des Américains. Il y avait vraiment, c'était vraiment une belle communauté. Et c'est une expérience humaine aussi parce que vivre dans un espace confiné, c'est un mot à la mode, pendant près d'un mois, c'est aussi quelque chose d'incroyable à vivre. Parce qu'évidemment, ce bateau n'était pas du tout un bateau de croisière, mais un vieux bateau scientifique russe. Quand je vous dis un vieux bateau, c'est que quand je l'ai vu à quai, la première réflexion que je me suis dit, mais on va jamais y arriver, on va couler avant. Donc, on pouvait aller dans le poste de pilotage, aucun élément électronique ou quoi que ce soit, c'était des gros boutons. Enfin, ce bateau venait vraiment d'une autre époque, mais il était solide. La preuve, c'est qu'on est là après avoir essuyé une méchante tempête de force 10 sur l'échelle qui compte 11 ou 12, je pense, sur l'échelle de Beaufort. Donc les tempêtes au Cap Horn, je peux vous dire que ce n'est pas une légende. Donc me voilà revenu d'Antarctique, et finalement l'expérience s'est reproduite, toujours grâce à Michael, parce que 5 ans plus tard, il organise cette fois-ci une expédition en Arctique. Et finalement, donc, bien sûr, j'ai fait partie du voyage, j'ai écrit la musique d'un clip. Nous avons même tourné avec une violoniste américaine, c'est une biologiste et qui joue du violon aussi. Nous avons tourné un clip sur la banquise. Voici quelques images. Et aussi une incroyable aventure, avoir fait
sur l'espace de 5 ans l'Antarctique et l'Arctique, c'est incroyable. Et en plus, savoir et se rendre compte que c'est mon activité de compositeur qui m'a mené là, c'est complètement ouf, c'était inimaginable. Donc encore une fois, une question d'audace, une question d'aller de l'avant, une question surtout de rencontre. Donc je pense que finalement, c'est très très important les rencontres, mais c'est aussi important de pouvoir saisir les opportunités au moment où elles se présentent. Alors, après la musique de film et après les concerts et les voyages au bout du monde, le troisième aspect de ma vie de compositeur, c'est réellement la musique instrumentale et la musique orchestrale. En fait, j'avais déjà un petit peu écrit une pièce ou l'autre pour cet effectif, mais c'est surtout l'écriture d'une grande pièce qui a été un peu le point de départ avec un autre événement de ma vie privée. Il faut savoir qu'à une époque, un peu par pari des filles au départ, un musicien que je connais qui est aussi auteur lui-même, qui s'appelle Marc Ronvaux, on discutait, on s'est dit, tiens, on ferait bien un opéra, en tout cas un opéra version concert, donc c'est-à-dire non théâtralisé, sur l'histoire d'Yvain le Chevalier au Lion. Alors lui, à partir de toute l'histoire d'Yvain le Chevalier au Lion, il a créé le livret, et moi j'ai créé la musique. Mais il faut savoir que finalement, cette pièce, elle faisait pas loin de 2 heures pour grand orchestre, pour chœur, pour plusieurs solistes, pour un récitant, et cette pièce a rencontré un certain succès. Et donc là, c'était vraiment une pièce d'une ampleur vraiment phénoménale, ça représentait un travail monumental, et voyant ça, je me suis dit, waouh, j'étais un peu étonné moi-même, je veux dire, du résultat auquel on arrivait. Et en même temps, c'est l'époque où, c'est plus ou moins l'époque où j'ai quitté mon travail. Donc, j'avais été pendant 14 ans conseiller financier. J'aimais bien ce que je faisais, mais en même temps, j'avais toujours l'impression d'être assis entre 2 chaises. J'avais envie de faire la musique, mais en même temps, il fallait payer les factures. La musique ne rapportait pas encore assez que pour... Enfin, voilà. Et donc, j'étais jamais totalement satisfait de ma situation. Quand j'étais en clientèle, j'avais envie de composer, et quand je composais, il y avait toujours une petite voix qui me disait « mais tu ferais mieux d'être en clientèle ». Et donc finalement, j'ai fait le pas, je suis passé complètement à la musique, parce que je me disais à un moment, je veux pas un jour me retrouver, avoir 75 ou 80 ans, et me dire « si ça tombe, tu aurais dû essayer ». Et si j'avais attendu, je ne l'aurais jamais su. Donc je me dis « tant pis, j'y vais ». Si ça marche pas, à l'époque, j'avais 37 ou 38 ans, il faudrait que je compte, je ne sais plus exactement, mais si ça marche pas, tu es encore assez jeune, tu pourras faire une formation, tu peux retomber sur tes pattes. Et voilà comment je suis parti complètement dans la musique. Mais l'intervention, de nouveau, je vous disais que ma vie professionnelle, c'est un peu une histoire de rencontre. J'en discute avec un ami qui est donc chef d'orchestre, pianiste, prof au conservatoire, et qui me dit enfin, Eric, si tu veux faire ça, tu dois faire les choses sérieusement. Donc lui, c'est Étienne Rapp, c'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis quelques années, et pour lui, faire les choses sérieusement, ça voulait dire faire un cursus au conservatoire en composition. Alors au début, moi, j'étais pas du tout chaud à l'idée, parce que refaire un cursus, un master de 5 ans, alors que j'avais les enfants en garde alternée, le boulot, les trajets et tout, c'était pas du tout dans mes plans, surtout que j'avais déjà été maintes fois récompensé pour ma musique, donc au départ, je voyais pas trop l'intérêt de refaire des études par rapport à ça. Mais finalement, en y réfléchissant et à la longue de discuter, je m'inscris au Conservatoire de Liège,
je fais un master en composition contemporaine, mais aussi en écriture classique en parallèle. Donc, ce qui fait que finalement, ce double master m'a ouvert de nouvelles portes, de nouvelles rencontres, parce que j'ai pu faire jouer ma musique par des ensembles, reconnus. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau, vu que j'ai fait ce conservatoire entre 2011 et 2016. Donc finalement, encore une fois, après la musique de film, après les concerts, je veux dire, cette troisième rencontre m'a vraiment amené à un nouvel aspect dans ma vie de compositeur. Et c'est là aussi que je veux faire peut-être un parallèle avec votre parcours d'auteur, en tout cas peut-être pour certains d'entre vous, c'est que au lieu d'avoir une lignée qui est toute droite, qui est toute tracée, eh bien, le fait d'avoir d'embûches, d'aller un chemin, puis de prendre une autre orientation et tout ça, et d'avancer un petit peu comme ça sur un chemin plutôt sinueux, je pense vraiment que c'est une richesse. Même si, sur le moment, on a l'impression parfois de ne pas avancer, quand on regarde en arrière, c'est une richesse, je veux dire, toutes ces embûches, tous ces obstacles, et finalement, ça se ressent dans notre art, que ce soit un livre, que ce soit une peinture, que ce soit même de l'architecture, ou bien sûr de la musique. Parce que quand on crée, on se met à nu. Et donc, il faut une certaine audace pour partager, en fait, ce qu'on propose. Il faut l'audace de prétendre intéresser les autres. Il faut oser se confronter à la critique. Et finalement, parmi toutes les disciplines artistiques qu'il existe, ce point commun, il est là. C'est l'audace d'aller de l'avant. Alors, vous, bien sûr, en tant qu'auteur, vous partagez des livres. Moi, je fais des CD, je fais des albums. Et j'ai sorti mon 5e album en plein confinement, vu que c'était au mois de mai. Et pour cet album, j'avais envie de faire un double hommage. Cet album qui s'appelle Horizon, le premier hommage, c'était au premier pas sur la Lune. Donc je suis parti de ce moment-là, parce que le premier pas sur la Lune, on a commémoré les 50 ans l'année dernière. Et c'est quelque chose qui, pour moi, reste une action complètement héroïque. Maintenant, on parle un peu moins de la conquête spatiale, en tout cas, c'est un peu banalisé. Mais là, à l'époque, c'était vraiment un acte héroïque. J'ai pas peur des mots. Et donc, j'avais envie de rendre hommage. J'ai composé le premier morceau, là. Et puis, tout l'album s'est construit autour du voyage. Alors, au premier degré, c'est un voyage spatial, mais aussi, ça peut être une introspection. L'horizon, c'est cette ligne qui recule à fur et à mesure qu'on avance. Et voilà, j'avais envie de m'exprimer sur ce thème de l'horizon. Et au parallèle, je vous parlais d'un second hommage, j'avais envie de mettre en avant un peu l'histoire du synthétiseur. Ces instruments qui au départ étaient purement des instruments de recherche et qui au fil du temps se sont améliorés et se sont devenus des instruments de musique à part entière. Et j'ai voulu donner, pour rendre cet hommage, une sonorité vintage, une sonorité de vieux synthétiseurs, bien sûr mélangée à des sonorités plus nouvelles, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cet album, un album purement électronique, et je ne l'ai pas fait. Au début, quand je vous dis au début, je pensais déjà à ça en 2006 ou 2007, juste après mon tout premier album Discovery. J'avais l'impression que j'étais pas prêt, que j'étais pas mûr, voilà, il me manquait quelque chose à l'intérieur. Et je pense que ce 50e anniversaire de l'homme sur la Lune a été le déclencheur en me disant « Ok, maintenant, ce que tu as en toi, c'est le moment de sortir. » Voilà, je terminerai là-dessus en remerciant encore une fois Philippe pour son invitation. J'espère que le festival va se reproduire encore et encore dans les autres années et que cette fois, on pourra trouver un lieu pour se rencontrer en réel, échanger sur nos contenus, sur nos pratiques, sur notre vécu et plus en virtuel. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent festival, un excellent week-end et je vous dis à bientôt.
see the light, all see the birds and all the envelopes. I am so far too far to go.